Jeunesse de la France Insoumise, Jean-Didier Berger également présent. Bonjour, merci d'être avec nous. Maire LR de Clamart, vous êtes membre de la direction de la campagne de Valérie Pécresse et Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Monsieur le sénateur, La République En Marche, délégué général de territoire de Progrès. Dimanche dernier, un reportage de Zone Interdite a donc montré la gangrène de l'islamisme dans certains quartiers de Roubaix, ville la plus pauvre de France. On a appris depuis que la journaliste et animatrice de M6, Ophélie Meunier, a été menacée et elle est placée sous protection policière. Écoutez le sentiment de Brice Hortefeux. C'est très révélateur des tensions qui apparaissent dans notre société. Et on voit que cette société se radicalise et devient de plus en plus violente. Ne rien faire, ne rien dire, c'est compris comme une faiblesse, faiblesse comme une brèche, et une brèche dans laquelle l'extrémisme s'engouffre immédiatement. Il y avait des poupées sans visage, et la République, elle a un visage, elle a des yeux, elle a une bouche pour s'exprimer et des bras pour agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être intransigeant, et que tout recul, tout silence, toute faiblesse est compris comme une brèche dans laquelle les extrémistes peuvent s'engager. Donc là, c'est une observation. Une journaliste fait son travail, elle est menacée, elle est obligée d'être placée sous protection. C'est un exemple supplémentaire de la dérive de notre pays. Et le ministre de l'Intérieur qui affirme que tout est fait pour protéger ceux qui sont menacés, Xavier Iacovelli, est-ce que l'exécutif en fait assez ? En tout cas, contrairement à ce que peut dire effectivement Brice Hortefeux, il n'y a pas un silence de l'exécutif. L'exécutif, depuis le début, et d'ailleurs c'est ce gouvernement, cette majorité qui a mis en place la loi contre les séparatismes. Donc c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps avant même le sujet sur Ophélie Meunier et les attaques inadmissibles dont elle est victime. Donc effectivement, à la fois l'État protège, et donc en l'occurrence met une protection autour d'Ophélie Meunier, ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de protéger des journalistes qui font leur boulot. On est obligé de protéger des enseignants qui sont là pour éveiller les consciences aussi des élèves. Donc il y a un vrai sujet, il ne faut pas le nier. Et je pense que le gouvernement a pris ça à bras-le-corps. Et d'ailleurs, pour lutter aussi contre la radicalisation, lutter contre le terrorisme et notamment les différents réseaux, c'est aussi pour ça que ce gouvernement a doublé les effectifs en termes de renseignements généraux pour justement lutter et permettre de lutter plus efficacement contre toutes les formes de séparatisme. David Guiraud montrait une certaine réalité. Pour vous, c'est un acte islamophobe? Non mais, moi, Hortefeux, c'est de l'art. C'est très fort. Je veux dire, quelqu'un qui dit que la République est menacée par des poupées alors qu'il a été épinglé par la loi pour pas mal d'affaires, pour détournement de fonds publics, pour l'affaire Kadhafi. Où il a été mis en examen pour association de malfaiteurs. C'est pas ce reportage. Oui, mais justement, parce qu'il y a un lien. Parce que quand Hortefeux et ses copains, Sarkozy, etc., ont détruit la Libye, les armes se sont retrouvées chez Daesh quand même. Non, mais je le rappelle juste comme ça. C'est Daesh qui a récupéré les armes en partie de la destruction de l'État libyen. Donc la responsabilité de ces gens, y compris dans le terrorisme, elle reste à poser. Maintenant, sur la question, écoutez, moi je fais partie des premiers qu'on dit sur Roubaix, parce que je m'étais exprimé là-dessus, qu'il fallait pas s'en prendre aux gens, ni à Amine El Bailly, ni à Ophélie Meunier. Je vous rappelle que le maire aussi est menacé de mort. Moi aussi, j'ai été menacé de mort quand j'ai pris position sur le sujet. Bon, voilà, ça reste de l'ordre de l'évidence, même si c'est très tendu en ce moment à Roubaix. Pour vous, c'est un reportage islamophobe? Vous savez, j'étais hier rue de la Noix, à Roubaix. Moi, j'y étais. Vous savez, rue de la Noix, le reportage a détruit les commerces. Enfin, vraiment, le moral là-bas est à zéro. Le moral est dans les chaussettes. C'est-à-dire, ils vous disent quoi, les commerçants? On donne une image de la rue qui est catastrophique. Et donc, c'est la rue, la réputation de la rue, la réputation de la ville, la réputation des gamins qui sont issus des quartiers de la ville, qui sont issus des lycées de la ville, va être entachée là-dedans. On le sait très bien, parce que sur le CV, Roubaix, ça va être comme Trappes maintenant, ça va être ville islamique, ville déserte, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que rue de la Noix, c'est les commerçants qui font vivre cette rue. Vous me dites en gros que le reportage est contre-productif, mais oui, certains disent que ça montre une certaine réalité. S'il n'y avait pas les commerces rue de la Noix, ça serait juste des points de deal. Je vous le dis juste comme ça. Et donc, en fait, il y a un moment, il faut respecter juste et donner une vraie image. Par exemple, la boutique avec les poupées sans visage, je suis désolé, mais dans cette boutique-là, ils font aussi des petites culottes. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut, Voilà. Et juste, il faut rétablir mais les poupées sans visage, c'est pas un problème? Mais
Vous pouvez en penser ce que vous voulez, c'est pas un motif de dissolution, on n'apprend rien là-dedans. Je veux dire, les juifs font ça, la méthode Montessori font ça. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux musulmans à chaque fois? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est soulevé pour les musulmans? Et encore une fois, je le dis, vous pouvez en penser ce que vous voulez, des poupées sans visage, vous pouvez trouver ça pas top. Enfin, je veux dire, je comprends qu'il y a un débat là-dessus, mais la République n'est pas menacée par des poupées sans visage aujourd'hui à Roubaix. Jean-Didier Berger. Écoutez, moi je suis particulièrement choqué par les propos que je viens d'entendre, qui cherchent à relativiser les faits qui ont été décrits dans ce reportage. On voit que M. Guiraud a peine à dire que ce reportage n'est pas un reportage islamophobe, qu'il n'y a pas d'islamophobie en France, et que oui, il est de notre devoir à tous les républicains, de montrer la réalité, de la décrire pour pouvoir combattre les failles dont a parlé Brice Hortefeux, et de montrer qu'il n'y a pas de failles dans notre République, de montrer qu'on est capable de lutter contre toutes les dérives qui sont très graves, voilà, et qui, malgré tout, voilà tout ce qu'on peut dire. On peut dire le gouvernement a essayé de faire des choses. Moi, ce que je constate, c'est que rien n'a changé dans ce quinquennat sur ces sujets, et que le résultat, il est là. On a des dérives de ce type, on a des journalistes qui sont toujours menacés, on a des professeurs, on a un professeur décapité, et voilà, cet échec, ça sera un des échecs majeurs de ce quinquennat. Mais il n'a pas été décapité par la boucherie halal du coin. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même regarder. À force de tout vouloir relativiser. Moi, je relativise, voilà. Arrêtez, vous commencez déjà par dire. Je vais vous dire une chose. Commencez déjà par essayer de mettre sur le même plan des réflexions sur le terrorisme et puis des affaires judiciaires. C'est vous qui parlez d'un professeur décapité. Je constate. Ben oui, mais bien sûr, parce que c'est le même sujet. Et si vous refusez de le voir, vous refusez de voir que toute cette. Le sujet, c'est l'entrisme. C'est à la fois. Le gouvernement a dit le sujet c'est le séparatisme. Moi je crois que le vrai sujet c'est aussi l'entrisme, parce qu'il y a des gens qui veulent être à l'intérieur des commerces, qui veulent être à l'intérieur des institutions, qui veulent être à l'intérieur du journalisme, qui veulent être à l'intérieur de tous les pouvoirs pour faire en sorte d'introduire durablement leurs idées. Voilà. Arnaud Benedetti révèle justement juste très rapidement, franchement, les Républicains et Pécresse en 2015, calé dans les repas pour dire il faut lutter contre l'islamophobie quand la pêche aux voix des musulmans elle était bonne, et aujourd'hui qui change complètement de braquet avec M. Karam qui était proche de M. Héniche, qui a été mis en cause justement dans l'affaire Samuel Paty. Non mais je suis désolé, en fait, moi vous allez pas me la faire. Voilà. S'associe aux diatribes de l'extrême droite. Non mais c'est pas les diatribes de l'extrême droite. Ça montre à quel point vous êtes proche. Voilà, Arnaud Benedetti, que révèle justement tout ce battage médiatique autour de ce reportage qui a été diffusé dimanche dernier chez nos confrères. Déjà, il y a un préalable de base. Il faut condamner bien évidemment les menaces dont est victime cette journaliste et dont est victime aussi un enseignant de droit. Il faut dire aussi droit, il y a le juriste qui apparaît dans le reportage. Il y a deux personnes aujourd'hui parce que je veux dire, l'une a fait son métier et l'autre a témoigné, je veux dire, qui sont menacées. Donc ça, c'est absolument inacceptable, quoi qu'on en pense et quoi qu'on pense du reportage. Alors là où je rejoins M. Guiraud, c'est que quand même, il a mis le doigt sur un sujet qui est important, c'est le sujet géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a une part aussi de responsabilité des Occidentaux dans un certain nombre de guerres que l'on a menées et qui constituent indéniablement des forges qui ont permis le développement d'une idéologie et aussi sa déclinaison sur le plan opérationnel dans un certain nombre de pays. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. L'Irak, la Libye, on a là deux exemples qui me semblent en effet particulièrement importants et qu'il faut souligner. Ensuite, là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand même, il existe aujourd'hui en France un certain nombre de zones, de territoires où vous avez une imprégnation qui se fait, alors je ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais qui existe en l'occurrence et qui, en effet, pose un problème pour la façon dont on conçoit la République. Il n'est pas acceptable, en effet, que dans un certain nombre de quartiers, il y ait, disons, des réseaux qui s'installent et qui prônent une idéologie qui est une idéologie profondément anti-républicaine. Et ça, c'est une réalité. Et on doit le dire. Et ça ne sert à rien aujourd'hui de dire, finalement, d'essayer de mettre la poussière sous le tapis et de dire que ça n'existe pas ou qu'il ne faut pas le dénoncer. Oui, il faut le dénoncer. Je pense qu'il faut être équilibré lorsqu'on s'exprime sur ce type de sujet. Xavier Covelli, est-ce que la loi séparatisme, elle va assez loin? Surtout, est-ce qu'elle est efficace? 30 secondes. Une petite précision sur la rue de Lannoy. Qu'on soit clair. Les commerçants, ils s'installent parce qu'ils font leur activité. Sur la rue, vous avez par exemple 2 commerçants qui vont partir à la retraite. Les commerçants de la rue de Lannoy, quel que soit l'endroit ou leur conviction politique, etc., ne demandent pas à forcément ce qui est que des choses halal. Ils disent par exemple, installez une banque. Dites à l'État, dites à la mairie d'installer une banque sur cet endroit. Ça serait utile de pouvoir retirer son argent sur cette rue très commerçante. Donc qu'attend l'État pour mettre en place des politiques publiques, notamment dans ces zones-là? À Roubaix, vous avez plein de zones franches.
énormément, mais qui ne profitent pas aux Roubaisiens. Vous avez des garages Renault qui ont leur zone franche. Par contre, le Roubaisien qui a son petit garage, lui, il n'a pas la zone franche. Vous avez plein de problèmes comme ça à Roubaix. Donc les gens ne demandent pas à s'organiser de manière communautaire. Ils demandent justement à ce qu'on s'ouvre. Mais ça, pour le faire, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et se disent que ça serait utile, par exemple, que dans la rue de la Noix, ils ouvrent des commerces utiles pour tout le monde et qu'ils ne soient pas des commerces ni halal, ni je sais pas quoi. Voilà, c'est tout. Les gens ne demandent pas à s'organiser de manière communautaire. Faites les choses bien, c'est tout. La réponse de Xavier Iacovelli. Là où je ne suis pas d'accord avec Guiraud, c'est que vous mettez la responsabilité de l'État, mais en l'occurrence la question des commerces, la question de la diversité, la question de l'implantation, y compris des banques, c'est pas de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité du maire. Et moi j'y suis allé également à Roubaix avec la députée Catherine Osson il y a maintenant, juste au moment de Noël. Et effectivement, j'ai vu une réalité qui était quand même assez particulière. Et il y a une inaction aujourd'hui de la mairie depuis des années qui a laissé gangréner un certain nombre de rues, un certain nombre de commerces qui se sont développés et qui ne représente pas la diversité qui est nécessaire dans une ville. Aujourd'hui, une banque ne s'implantera pas effectivement dans une rue où il n'y a pas de diversité de commerce. C'est une réalité. Mais par contre, il y a des solutions municipales. Il y a une loi sur la préemption, qui est d'ailleurs la loi Ollier de notre collègue maire des Hauts-de-Seine, l'ancien ministre, qui effectivement a permis aux communes de pouvoir préempter et de pouvoir avoir une vraie maîtrise sur le foncier et sur les commerces. Donc aujourd'hui, si le maire a une action, l'État pourra effectivement être en soutien, mais on ne peut pas tout mettre sur la responsabilité de l'État. C'est pour ça que j'ai parlé du maire, mais attendez juste... Oui, mais vous avez parlé de l'État, il a dit du service public. Non, mais vous parlez des banques, mais jusqu'à preuve du contraire, la banque n'est pas un service public. Vous savez pourquoi ils ne s'implantent pas? Parce que dans cette rue, les commerçants, ce qu'ils vous disent, dans cette rue, il n'y a pas d'État. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des problèmes, notamment il y a quelques points de deal, qui peuvent poser des problèmes, etc. Quand ils appellent la police, par exemple, quand il y a des tapages nocturnes dans certains bâtiments, la police ne vient pas. C'est pour ça que les commerces ne s'implantent pas et que c'est les seuls à s'être installés là-bas, d'accord? Donc en fait, au bout d'un moment, si vous voulez que les commerces s'implantent, mais faites en sorte que les services publics, par exemple, roulent de manière correcte. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de ramassage des déchets à certains endroits. Vous n'avez pas de police qui répond avant 3 jours, parce qu'il y a des commerçants, ça fait 3 jours qu'ils appellent pour des tapages nocturnes récurrents et qu'il n'y a personne, etc. Qu'on doit et donc, accentuer le nombre de patrouilles de police, c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a augmenté les effectifs de police, qu'on a changé les véhicules, on a changé 50% du parc. Mais ils ne viennent pas, les policiers. Il y avait un principe de réalité, c'était aussi le parc automobile qui était catastrophique dans notre pays. Enfin, c'était inadmissible d'avoir aujourd'hui des policiers qui ne pouvaient pas... Roubaix, ça n'a pas changé. Jean-Didier Berger, est-ce que le problème de Valérie Pécresse, notamment, répond justement aux problématiques des gens à Roubaix? Écoutez, d'abord, la première chose, c'est d'avoir une véritable volonté sur le sujet. Parce qu'on voit qu'entre ceux qui refusent de voir le problème et ceux qui voient le problème et qui refusent d'agir, il y a vraiment un espace immense qui nous permet de faire davantage. D'abord, sur le financement, sur les sources de financement, parce que je crois que ça reste le nerf de la guerre. Et là-dessus, il faut être implacable et il faut interdire des financements qui permettent à des États étrangers et qui sont des États religieux de venir contrôler à la fois des mosquées mais aussi éventuellement d'autres sources commerciales. Deuxièmement, il y a la question des prêches. Voilà. Et là-dessus, moi je suis clair, tant que nous n'aurons pas une capacité de l'État à former les imams dans notre pays, à contrôler et à faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir des prédicateurs de haine dans les mosquées les plus radicales, on ne s'en sortira pas. J'ajoute que sur tous ces sujets, Valérie Pécresse a été la première à mettre en place dans notre région, la région Île-de-France, la charte de la laïcité qui ensuite a été reprise pour qu'aucun euro d'argent public ne puisse aller à des associations sportives qui prêchent la haine, à un ensemble de... Sous quel prisme vous allez justement aborder ce problème, le problème justement de l'islamisme rampant, si je puis dire, ou le problème de la pauvreté? Je crois qu'il y a une action qui doit être totale, à la fois du point de vue d'abord de l'urbanisme, parce que casser les ghettos, comme le propose Valérie Pécresse, c'est la base de la reconstruction de notre pays sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut, en concentrant toute la misère du monde au même endroit, espérer que les gens vivent bien ensemble? Quand on concentre toute la misère au même endroit, comment est-ce qu'on peut espérer qu'un commerce équilibré puisse se développer, que la sécurité soit instaurée, que ça se passe bien à l'école? Enfin, il y a un casser les ghettos, les gens, vous en faites quoi? Vous cassez les ghettos, les gens, vous en faites quoi? Eh bien, on répartit les familles. Il faut qu'il y ait de la mixité sociale dans les deux sens. La mixité sociale, ça n'est pas toujours ajouter du logement social sur le logement social. Il faut faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une vraie rénovation urbaine beaucoup plus
plus puissante encore que ce qui a pu se faire par le passé. Et ça, c'est la base de leur... Arnaud Benedetti, deux choses. Bien sûr, le politique dépend du social. Les politiques publiques permettent à un moment donné de lutter contre un certain nombre de phénomènes idéologiques. Mais l'idéologie a sa force intrinsèque aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que des politiques publiques vont à un moment donné permettre d'éradiquer de manière totale, rapide, immédiate, des phénomènes qui sont des phénomènes d'ordre idéologique. En l'occurrence, l'islamisme, ce qu'on appelle le radicalisme islamiste, c'est aussi un phénomène idéologique avec un imaginaire politique. Il ne suffit pas d'avoir des politiques publiques à un moment donné qui soient fortes, qui soient efficaces pour empêcher des gens de devenir tout simplement des militants islamistes, voire de basculer dans le terrorisme. Ça serait quand même beaucoup trop simple si on imaginait qu'il suffit d'avoir des instruments de ce type pour pouvoir lutter contre ce type de processus. Xavier Iacovelli, comment on combat une idéologie ? C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas passage à l'acte radical... Auquel on n'a pas de réponse. Donc justement, ça passe aussi, et Jean-Didier Berger donnait les éléments du programme de Valérie Pécresse, notamment sur l'interdiction du financement étranger, sur la formation des imams en France. Mais j'ai envie de dire... mais très bien, mais enfin, on vient de le voter en fait. C'est la loi séparatisme. Et donc en fait, c'est déjà fait. Donc on voit bien que Valérie Pécresse a peut-être un manque d'idées sur ces questions-là, mais en l'occurrence, c'est ce gouvernement qui l'a mis dans la loi séparatisme. Et donc, bien sûr que ça ne va pas forcément. Ça n'est absolument pas fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas interrompu, monsieur le maire. Oui, mais d'accord. Mais moi, je n'ai pas dit de contre-vérité. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la lutte contre l'idéologie, mais comment est-ce qu'on lutte contre une idéologie quand elle reste encore dans le cercle privé? Là où on peut lutter contre une idéologie, c'est quand elle est sur la place publique. Et là, on peut, contre les prédicateurs, on peut lutter là-dessus. Et c'est ce qu'aujourd'hui, le gouvernement tente de faire. Mais il faut aussi faire attention. Et vous parliez, monsieur le maire, également, qu'il fallait effectivement éviter les ghettos, la concentration de logements sociaux. Moi, j'y suis complètement favorable. Complètement favorable. Mais pour ça, il faut aussi que les mairies, et notamment détenues par les LR, acceptent de prendre leur part de logements sociaux. Et vous le savez très bien que c'est pas forcément... Écoutez, moi, je ne soutiens pas le président de la République qui a dit, à l'occasion du rapport Borloo, que ce n'était pas deux mâles blancs de moins de 50 ans qui allaient faire la rénovation urbaine dans notre pays. Quand on commence à racialiser l'esprit de la politique dans notre pays... Répondez sur la question du logement, sur le fait que les mairies LR aujourd'hui, pour la plupart, refusent la construction de logements sociaux. C'est tout à fait faux. D'ailleurs, moi je suis un maire LR, moi j'ai 30% de logements sociaux. Vous êtes d'ailleurs originaire d'une ville LR également qui a plusieurs dizaines de pourcents de logements sociaux. Et avec un maire qui a été là pendant très longtemps, Christian Dupuis, qui était à la tête même de l'office départemental HLM. Donc les caricatures auxquelles vous vous prêtez n'ont absolument... Une fois n'est pas coutume, c'est David Guiraud qui va jouer les arbitres. David Guiraud, vous avez hérité d'une ville. David Guiraud, puisqu'on a parlé de Roubaix, il ne faut pas avoir de discussion hors sol. Il y a de la rénovation urbaine. À Roubaix, il y a plusieurs plans en rue, d'accord, de grandes rénovations urbaines. Le problème, c'est qu'elle se fait sans les habitants, cette rénovation urbaine. Si vous voulez faire reculer ce qu'on appelle le communautarisme avec des grands mots, peut-être qu'il faudrait faire confiance aux habitants des villes. À Roubaix, par exemple, vous avez dans la culture, vous avez des grands lieux de culture, parce qu'il se passe plein de choses à Roubaix, et c'est une belle ville d'un point de vue culturel, mais par contre, vous avez plein de gens, notamment des quartiers, qui n'ont pas accès, qui n'y vont pas dans ces lieux culturels. Comment est-ce qu'on fait pour les intégrer? Dans le sport, vous avez des grands champions qui sont payés 0 € à Roubaix. Dans les études, vous avez plusieurs endroits d'excellence en termes universitaires, mais il n'y a pas de Roubaisiens dedans. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, c'est que même dans les zones franches, dans l'organisation économique de la ville, tout est fait pour que la ville soit attirante, mais par contre, les Roubaisiens n'en profitent pas. Et après, vous vous étonnez que les gens se replient sur leur bulle, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, que ce soit l'État ou les pouvoirs publics de manière générale, ne s'inquiètent pas vraiment de leur vie, mais plutôt juste de la croissance économique de la ville. Parce qu'il y a de la richesse à Roubaix, mais elle est très mal répartie. Vous avez plus de 40% de taux de pauvreté, vous l'avez dit. Dans un instant, avec le débrief, bien sûr, de ce grand rendez-vous, l'invité, c'était Brice Hortefeux, soutien de Valérie Pécresse. Pourquoi Nicolas Sarkozy tarde ?